Bonjour tout le monde. Il est 10h30. Je viens d'une région qui s'appelle la Haute-Savoie et normalement on parle toujours du quart d'heure savoyard, mais nous on ne l'appliquera pas ici parce qu'on n'est pas en Haute-Savoie. On va simplement attendre peut-être 2-3 minutes les derniers retardataires et ensuite on démarrera la conférence. Et vous voyez, j'ai raison. Installez-vous, il y a encore des sièges de libre. Bonjour. Devant, il y a des chaises de libre. Vous êtes punis, vous êtes devant. 2 minutes encore. Oui, il s'est trompé de salle. Bien. Oui, vous m'entendez? Parfait. Alors, je vous présente l'UNEPS, l'Union nationale des entreprises de portage spécialisées. C'est le syndicat des sociétés de portage entrepreneurial. Surtout, ne pas confondre avec le portage salarial, ça n'a rien à voir, comme on va vous l'expliquer tout à l'heure. Je suis présidente fondatrice de l'UNEPS et je vais laisser mon adjoint, mon acolyte, mon directeur, mon bras droit, enfin, il a tous les qualificatifs. Je vais le laisser présenter mon parcours. Donc, Josette Mondier a fait le portage salarial dans l'immobilier. Le micro, s'il te plaît. Excusez-moi, pas l'habitude. Donc, en 2000, Josette crée le portage salarial dans l'immobilier, le premier réseau des négociateurs immobiliers indépendants. En 2005, elle crée et fonde l'UNEPS, où elle a œuvré auprès du gouvernement pour la légalisation du portage salarial. La législation obtenue dans la loi de modernisation du marché du travail est aussi une des actions de Josette en 2008. Elle contribue aussi à la création du statut de l'auto-entrepreneur. Enfin, elle est élevée au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite par Nicolas Sarkozy sur sa réserve présidentielle en 2012. En 2014, elle crée le portage entrepreneurial pour pallier aux inconvénients de ces autres statuts et simplifier la gestion administrative et fiscale d'une activité indépendante. En 2017, elle crée un produit exclusif, que vous verrez tout à l'heure, qui s'appelle JL+, qui permet de travailler sur l'exonération des charges sociales. Et enfin, en 2023, elle crée la première application du web sur le portage entrepreneurial au sein d'une société qui s'appelle ouf.app. Alors maintenant, c'est mon tour de présenter Alain Cano, donc, qui est ingénieur de formation. Il est président de la société GL Conseil Expertise, spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants et consultants au sein de la société OUF. Il a fait 26 ans de carrière en tant que responsable de centre de profit dans l'agroalimentaire. Et en 2018, il décide de créer sa propre activité de conseil et d'accompagnement des dirigeants de PME. Bien. Alors, le premier syndicat des sociétés de portage entrepreneurial, donc depuis 2005, est un syndicat qui a eu à cœur d'aider les entreprises de portage à se faire connaître et à présenter ce nouveau statut, le portage entrepreneurial, comme vraiment
la possibilité pour un indépendant de démarrer très rapidement et avec une simplicité et une sécurité vraiment totale. Voilà. Alors, notre rôle, bien sûr, c'est de défendre les intérêts de la profession et les intérêts des sociétés adhérentes, mais surtout, c'était de cadrer cette activité de façon à ce qu'il y ait de bonnes pratiques. Et pour cela, chaque société membre de l'UNEPS s'engage à appliquer ces bonnes pratiques en signant une charte de bonnes pratiques. Donc vous êtes assurés que les sociétés de portage au sein de l'UNEPS, ce sont des sociétés qui sont en règle avec tout le cadre juridique du portage entrepreneurial et avec une éthique morale, bien évidemment. L'UNEPS a œuvré auprès, bien sûr, des pouvoirs publics, dans un premier temps pour la légalisation du portage salarial, parce qu'à l'époque, on était un peu assis entre deux chaises, puisqu'il y avait le délit de prêt de main-d'œuvre qui était au-dessus de notre tête. Donc, avec plusieurs interventions auprès de Nicolas Sarkozy, nous avons pu obtenir, avec la loi de modernisation de 2008, la légalisation du portage salarial. Il se trouve que par la suite, il a été quelque peu confisqué par les sociétés d'intérim, et donc tous les avantages liés à l'indépendance et à la liberté de l'entrepreneuriat a été un peu confisqué et ramené dans le giron du salariat traditionnel. Donc le portage salarial maintenant, c'est un contrat de travail, c'est le code du travail, c'est un cas de recours. En fait, ça devient de l'intérim bis. D'accord ? Notre spécificité, c'est que effectivement chaque société de portage a sa propre spécialisation. Nous avons des sociétés spécialisées dans la formation, l'informatique, les médecines douces, l'immobilier, le VTC. Donc c'est vraiment la spécialisation qui leur permet d'être un bon conseil aussi pour les indépendants qui œuvrent dans cette activité. Je vais vous parler très rapidement, parce que vous n'êtes pas venus pour ça. Je vais vous parler donc des différents membres. Donc nous avons Autonomia, qui est une société donc spécialisée dans la formation, l'informatique, le sport, pas mal de cordes à son arc. Nous avons la société APE qui, elle, œuvre à l'île de la Réunion. D'accord ? Donc c'est loin, mais c'est possible parce qu'il y a aussi des demandes là-bas. Nexco est sur Lyon et Chiron Portage sur la Bretagne. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. Et oui, si vous êtes là, c'est parce que vous avez besoin de savoir, par rapport à votre projet, quel serait le meilleur statut juridique pour démarrer votre activité. Alors, j'ai recensé la liste des questions qu'il faut se poser avant de choisir vraiment un statut. Et c'est important, cette liste de questions, parce que ça va vraiment faire le tour des critères qu'il faut bien avoir en tête et qu'il faut bien retenir pour ne pas se tromper de statut et pour être après embêté à devoir bifurquer en cours d'année ou au bout de quelques mois d'activité. Donc j'ai répertorié ces questions. Donc on va les voir ensemble, bien évidemment. Alors, première question, c'est est-ce que votre activité est soumise à une réglementation particulière ou pas ? Exemple, si vous êtes un VTC, il faut que la société de portage éventuellement, ou même un autre statut, il faut avoir la licence VTC. Si vous êtes dans l'immobilier, il faut que vous soyez porté par une société qui a la carte d'agent immobilier. D'accord ? Après, la question, c'est vous demander, est-ce que je vais travailler tout seul, en freelance, ou est-ce que je vais avoir besoin d'embaucher du personnel ou de travailler avec des partenaires ? C'est important, cette question. Parce qu'en fonction de ça, effectivement, le statut juridique
sera différent. Est-ce que je vais faire du négoce, c'est-à-dire de l'achat et revente de marchandises, ou est-ce que ça va être juste de la prestation de service? Même au niveau commercial, est-ce que je vais mettre juste en relation un client et un producteur? Ou alors est-ce que c'est moi qui vais acheter la marchandise, que je vais la stocker et ensuite je vais la revendre? Est-ce que mon marché, ma clientèle, ça va être des entreprises ou des particuliers ou les deux? D'accord? Ensuite, les questions à vous poser, ça relève plutôt de votre projet personnel, individuel et de votre personnalité aussi. Exemple, est-ce que j'ai besoin d'une sécurité financière? À savoir, bon, je me lance là-dedans, je ne suis pas sûre que ça marche, j'ai une famille, des enfants, il faut peut-être que je m'assure un parachute, donc que je pense peut-être, si ça ne marche pas, à pouvoir bénéficier du chômage pour pouvoir rebondir. D'accord? Ceux qui sont près de la retraite, est-ce que c'est vraiment leur préoccupation? Est-ce que je veux absolument conserver mes droits à la retraite? Il me manque quelques trimestres. Il faut absolument que j'ai, voilà, que je puisse valider des trimestres. Ensuite, il y en a, bon, tout ce que je veux, moi, c'est gagner un maximum d'argent. Donc, voilà, moi, mon objectif premier, c'est de gagner de l'argent. Tout le reste, c'est fioriture. C'est pas anodin, hein, ces questions. Ensuite, eh ben, il y en a, l'administration, ça leur prend la tête. Même une simple déclaration de chiffre d'affaires, ça leur prend la tête. Même de faire des devis, ils sont en retard ou ils sont en retard de leur facturation parce qu'ils sont sur le terrain et ils n'ont pas de temps à consacrer à l'administratif. Donc c'est le soir, c'est le dimanche et ça leur prend la tête. Il y en a, ils sont très familiarisés avec l'administratif, donc ça ne leur pose pas de problème. D'accord ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé d'autres questions avant de penser à votre projet ? Je vous interroge. Oui. Alain, s'il te plaît, donne le micro pour que tout le monde puisse entendre. Oui, les charges de création d'entreprise, puis les premiers impôts de l'URSSAF, quoi. D'accord, ça c'est les questions que vous vous posez, bien sûr. Et là, ça relève de est-ce que je veux gagner un maximum d'argent ? Donc, est-ce que je suis prêt à faire l'impasse sur certains avantages sociaux qui coûtent très cher ? Voilà. Donc, vous voyez que ces questions sont importantes. Bien. Une fois que vous êtes posé ces questions, que vous avez vos réponses, hein, en face de chaque question, vous avez mis votre réponse, là, vous allez pouvoir avoir, je dirais, une idée un peu plus précise. Quel est le meilleur statut pour démarrer son activité indépendante ? On continue les questions. Impossibilité d'exercer un mandat social, par exemple. Vous avez des dirigeants d'entreprise qui, malheureusement, ont fait l'objet d'un dépôt de bilan. Et donc, tant qu'ils ne sont pas totalement liquidés, généralement ça dure 3 ans, ils ne peuvent pas reprendre un nouveau mandat social. Donc là, c'est pareil, ça limite au niveau du choix du statut juridique, parce qu'ils ne peuvent pas rester 3 ans sans rémunération, sans rien faire. Donc bien évidemment, ils vont se remettre tout de suite à trouver une activité rémunératrice, mais le fait qu'ils soient en dépôt de bilan, ça limite le choix du statut juridique. Ensuite, eh bien, est-ce que vous avez besoin d'investir dans du matériel important ? Donc, est-ce que vous avez besoin de faire un capital, de verser un capital pour avoir les fonds pour investir ? Ça aussi, ça va intervenir dans le choix de votre statut. Est-ce que vous avez des associés ? Est-ce que vous voulez travailler avec des associés, pas des partenaires ? Vous avez un projet, un objectif, vous êtes à 2 ou 3,
vous allez être ensemble à travailler. Est-ce que ça va être des associés ou autres? Votre activité, votre objectif, c'est de grandir, par exemple, et puis, eh bien, à terme, de transmettre votre activité, votre société. C'est votre objectif, à moyen ou long terme. C'est une question à se poser aussi. Ou alors, votre objectif aussi, c'est de dire, moi je la monte, super, et quand elle est en plein essor, je la vends. Est-ce que vous avez l'intention, à terme, de vendre votre activité ou pas? Est-ce que vous avez besoin d'un local pour exercer votre activité? Est-ce que vous avez de gros investissements matériels à faire? Est-ce que vous avez besoin d'une habilitation professionnelle spécifique? Quel est votre statut marital? En fonction de votre statut marital, il y a effectivement des précautions à prendre dans le choix du statut juridique. Et ceux qui n'ont pas fait attention à cette question-là, je peux vous dire qu'en cas de divorce, ça complique un peu les choses. D'accord? Et puis, il y a l'âge. Oui, je veux dire, on ne voit pas l'avenir de la même façon quand on a 30 ans devant soi ou quand on en a 10 avant de partir à la retraite. D'accord? Alors, par rapport à l'ensemble de ces questions et à vos réponses, en France, il y a énormément de statuts juridiques. Alors, on va un peu les répertorier ensemble. Hein. Vous avez l'EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vous et uniquement vous, qui êtes le propriétaire de votre société. Vous avez des parts sociales. Une EIRL, c'est une action, c'est une société qui a des parts sociales. Travailleur indépendant, vous n'êtes pas obligé de constituer une structure. Hein. Vous vous déclarez en tant que travailleur indépendant à l'URSSAF, c'est très simple, vous n'avez pas besoin de capital, rien du tout. Voilà, c'est le statut le plus simple. Vous avez la SASU ou la SAS, Société par action simplifiée, ou Société par action simplifiée unipersonnelle, c'est-à-dire que vous êtes le seul actionnaire. Ce n'est pas des parts sociales, ce sont des actions. Et comme tout système qui fonctionne avec des actions, je veux dire, vous pouvez les vendre très très facilement. C'est votre décision, que vous soyez en SAS ou en SASU. Vous avez besoin d'argent, vous voulez vendre des actions, vous les vendez, c'est très rapide, il n'y a pas besoin de faire une assemblée générale, d'obtenir la majorité des voix, etc., comme c'est le cas avec les parts sociales. La SARL, donc, c'est effectivement le même principe que l'EIRL, ce sont des parts sociales, et effectivement, il y a un peu une certaine lourdeur de gestion avec une SARL. Vous avez l'auto-entreprise, donc effectivement, à laquelle j'ai participé à sa création en 2008 pour qu'elle soit active en 2009. Donc là, c'est pas un statut juridique, ce n'est pas un statut juridique, l'auto-entreprise, je vous le répète, c'est un statut fiscal. D'accord ? Par exemple, un agent immobilier, il faut d'abord qu'il prenne un statut juridique qui est le statut d'agent commercial, et ensuite, il a le choix de son statut fiscal, c'est-à-dire soit il est vraiment indépendant, donc le statut indépendant agent commercial, ou alors il prend le statut fiscal, qui est un statut simplifié, avec donc les caractéristiques que l'on connaît du statut de l'auto-entrepreneur. Donc souvent, les gens confondent hein, l'auto-entrepreneur comme si c'était un statut normal. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des limites à ce statut, parce que ce sont des limites fiscales. Je vais pas m'attarder sur le tableau synthétique qui reprend tous les différents types de statuts, donc y compris
le portage salarial et le portage entrepreneurial. J'ai listé, donc à gauche, toutes les caractéristiques. Les frais de constitution, est-ce qu'il y a un stage de gestion obligatoire? Est-ce qu'il y a des frais annuels d'assemblée générale? Y a-t-il un plafond de chiffre d'affaires? Y a-t-il un minimum de chiffre d'affaires à réaliser? Quels sont les honoraires pour la gestion? Est-ce qu'on a besoin d'une responsabilité civile professionnelle? Est-ce qu'on est assujetti à la contribution foncière des entreprises? Est-ce qu'on a un risque de contrôle fiscal? Est-ce qu'on a un risque de contrôle URSSAF? Quelle est la responsabilité du dirigeant sur ses biens propres, s'il y a faute de gestion? Quel est le délai de création en début d'activité? Quel est le délai de cessation d'activité? Est-ce qu'il y a des frais de fermeture lorsque l'on arrête son activité? Quel est l'impôt société? Les frais professionnels sont-ils exonérés d'impôts et de charges sociales? Quel est l'impôt sur le revenu? Dois-je produire un bilan? Est-ce que je vais percevoir un bulletin de paye? Est-ce que je cotise au RSI, au régime des indépendants ou au régime général? Est-ce qu'il va y avoir un rappel rétroactif de charges? Si je dépends donc de la sécurité sociale du régime général, est-ce que je dépends de la sécurité sociale du régime général? C'est important, surtout au niveau des indemnités journalières lorsque l'on tombe malade. Est-ce que j'ai droit au chômage? Et enfin, quelle va être ma rémunération nette, une fois que j'aurai payé tout ce que je dois payer? Et donc, par rapport à toutes ces questions, j'ai listé tous les différents statuts et j'ai répondu oui ou non. Sachez que ce tableau récapitulatif, quand vous allez sur le site de luneps.org, vous pouvez télécharger gratuitement le guide simplifié des statuts, qui reprend les avantages et les inconvénients de chaque statut. Comme ça, vous avez une synthèse, et en fonction des réponses que vous avez faites aux questions que l'on a vues au préalable, ça vous aidera dans le choix de votre statut. Parce que, comme dans toute situation, il y a toujours un recto et un verso, des avantages et des inconvénients. Vous savez, c'est un peu comme quand on choisit son conjoint, hein. Il n'y a pas que des qualités, hein. Il y a aussi des défauts. Après, il faut savoir si les qualités vont vous permettre de supporter les défauts. D'accord? Je plaisante. Bien. Alors, qu'est-ce que le portage entrepreneurial? Beaucoup confondent avec le portage salarial, parce qu'il y a le mot portage. Alors, on pense qu'il n'y a qu'un seul type de portage. Le portage salarial, comme son nom l'indique, c'est du salariat. La personne n'est pas tout à fait indépendante puisqu'elle est rattachée à une société de portage avec un contrat de travail en bonne et due forme, soit un CDI, soit un CDD. D'accord? Il y a le moindre problème, elle a une convention collective, donc elle est assurée d'avoir un salaire minimum, obligatoire, imposé par la convention collective. Et s'il y a le moindre problème, c'est le Conseil des prud'hommes qui va gérer le conflit entre le salarié porté et la société de portage. Donc l'indépendance là-dedans est quand même extrêmement limitée. D'autant que quand on est indépendant, on n'a pas forcément le chiffre d'affaires immédiat qui va vous permettre de vous constituer le salaire minimum imposé par les textes. Ok ? Donc si vous avez une activité qui n'a pas une forte valeur ajoutée immédiatement, le portage salarial, vous ne pourrez pas le faire parce que vous ne pourrez pas vous assurer le minimum de salaire que la société de portage doit vous verser impérativement.
Oui, sauf que c'est vous qui faites votre chiffre d'affaires. Ce n'est pas la société de portage. Donc ça devient compliqué. Et puis en plus, le portage salarial, vous ne pouvez pas avoir tout type de clientèle. Hein. C'est uniquement entreprise. Et dans un cadre court bien spécifique. Donc vous voyez que là, l'entrepreneuriat ou l'indépendance, il est quand même... c'est du salariat bis, ou de l'intérim bis, si vous voulez. Le portage et vous avez une relation tripartite, c'est-à-dire que la société de portage est totalement partie prenante avec votre client. Et bien souvent, il y a des dérapages, c'est-à-dire que c'est la société de portage qui négocie vos honoraires et vos missions. D'accord ? Le portage entrepreneurial, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour les indépendants, c'est pour les freelances, c'est pour les entrepreneurs qui ont choisi de créer leur activité parce qu'ils veulent être libres. Ils veulent décider comment ils vont travailler, à quel prix, de quelle façon, la liberté. Ça leur appartient, leur activité leur appartient. Donc c'est simplement une simplification administrative de la gestion administrative et fiscale de votre activité. Mais vous êtes totalement maître de votre activité. Donc, comme vous pouvez le voir, alors, je ne sais pas si ça va marcher, voilà. Donc, l'indépendant porté va d'abord signer un contrat de mission avec son client. C'est lui qui signe le contrat de mission, lui seul. Vous voyez, il n'y a pas une relation tripartite, c'est bipartite. Ensuite, quand il a signé son contrat de mission, dans le contrat de mission, il est indiqué que son statut, c'est du portage entrepreneurial, de façon à ce que son client ne soit pas surpris de recevoir une facture avec les coordonnées juridiques de la société de portage. D'accord ? La facturation peut être faite avec le logo, l'appellation commerciale de l'indépendant porté. D'accord ? Ensuite, l'indépendant porté signe un contrat de mandat. C'est un mandat, le contrat de mandat est régi par, je dirais, un système juridique différent. Hein. C'est le système de grande instance, où il nous donne le pouvoir juridique de faire toutes les formalités liées à son activité. Il nous dit quand on doit facturer le client, donc on envoie la facture au client. Le client règle la facture à la société de portage et la société de portage défalque la TVA, comptabilise les frais professionnels et reverse à l'indépendant porté sur son compte personnel. Il n'a pas besoin d'un compte bancaire et de payer des frais bancaires. Elle lui reverse son chiffre d'affaires avec un bulletin de paye, ce qui permet, bien évidemment, dans la vie courante, de se simplifier la vie. Parce que quand vous voulez louer un appartement ou vous voulez acheter une voiture ou faire un crédit, c'est quand même plus facile de fournir des bulletins de paye qu'une déclaration qui est une simple déclaration de chiffre d'affaires lorsque vous êtes auto-entrepreneur ou lorsque vous devez produire un bilan. Forcément, l'année en cours, vous n'avez pas de bilan, hein, donc vous n'avez pas de justificatif de vos revenus. Et surtout, souvent, un bilan, ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit bien bénéficiaire et il faut qu'il y en ait au moins 3 pour qu'on vous prenne au sérieux au niveau des banques. Donc là, au niveau de la vie de tous les jours, c'est extrêmement pratique. Je ne vous ai pas détaillé les avantages et les inconvénients parce qu'on n'a pas le temps. Donc vraiment, je vous invite à télécharger le guide pour que vous voyez bien toutes les différences entre les différents statuts. Et vous vous apercevrez que le portage entrepreneurial, c'est vraiment une simplification et une sécurisation de votre activité en ayant la totale maîtrise. Le démarrage de votre activité, il se fait directement sur le site de la société de portage que vous avez choisi. Vous avez vu qu'il y en avait plusieurs au sein de l'UNEPS. Donc c'est très rapide. Vous suivez le process d'admission sur le site et vous pouvez démarrer votre activité dès que vous avez été confirmé par l'administratif de la société. L'avantage, c'est que vous n'allez pas être obligé tout de suite de faire du chiffre d'affaires, contrairement au portage salarial. Vous pouvez très bien démarrer avec une toute petite mission, ça ne gêne pas.
Et pour ceux qui ont l'avantage, ou je dirais la chance, ou la malchance de très bien démarrer, eh bien, ils n'auront pas le plafond. Parce que là, entre autres, au niveau de l'auto-entrepreneur, si vous démarrez votre activité, eh bien, ne serait-ce que à la moitié de l'année, vous avez que la moitié du plafond pour pouvoir facturer avec votre statut d'auto-entrepreneur. Et en plus, vous avez un double plafond, ce qui complique un peu les choses. Pourquoi ? Parce que, en admettant, vous êtes à la moitié de l'année, donc la moitié du plafond, c'est 17 000 et quelques pour l'exonération de TVA. D'accord ? Il se trouve que vous avez une mission qui va vous faire dépasser ce plafond. Donc là, la simplification, c'est fini. Hein. Il va falloir que vous encaissiez la TVA et donc que vous teniez une comptabilité, donc que vous fassiez appel à un comptable, parce que ça va être compliqué pour vous de tenir une comptabilité, le livre des recettes, faire la facture avec TVA, comptabiliser la TVA de vos frais, la déduire de la TVA encaissée et faire le versement tous les mois à l'État. Donc là, c'est déjà du temps utilisé à l'administratif. Et surtout, il ne faut pas vous tromper. Parce que vous pouvez faire des factures hors TVA, mais vous êtes assujetti sur l'encaissement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, sur votre compte bancaire, avoir dépassé le plafond du fait d'encaissement de factures précédentes, et puis mince, il y en a une qui n'a pas été payée tout de suite. Une que vous avez faite hors TVA, et puis que vous... Voilà, le client n'a pas payé tout de suite. Donc, il se réveille, je ne sais pas, un mois plus tard, sauf que quand il vous règle, vous avez dépassé le plafond sur votre compte bancaire. Donc, cette TVA, cette facture qui vous règle sans TVA, vous allez devoir payer la TVA dessus. Donc, soit vous perdez 20%, soit vous dites au client, bon, je vous fais un avoir et puis je vous refacture avec la TVA. Commercialement, c'est un peu compliqué quand même. Hein. D'accord ? Alors que là, avec le portage entrepreneurial, vous avez une pérennité totale. En admettant même que vous dépassez le plafond annuel proratisé, c'est-à-dire que vous démarrez en juin, eh bien, les 70 000 et quelques, ça s'est ramené à 35 000. Si vous dépassez ce plafond-là, il va falloir changer de statut. Parce que vous ne pourrez plus conserver votre statut d'auto-entrepreneur. Donc là, ça va devenir compliqué parce que tant que vous n'avez pas le nouveau statut, vous ne pouvez pas continuer à travailler. Vous n'avez plus de statut. Donc, expliquez à votre client, non, là, on va arrêter la prestation le temps que je puisse vous facturer avec mon nouveau statut. Donc, ça devient un peu compliqué. Donc, qu'est-ce que vous disent les comptables ? Ils vous disent, c'est simple, une fois que vous avez atteint un plafond, vous vous constituez en EIRL, par exemple, ou en SASU. Oui, sauf que là, vous allez tomber dans toutes les difficultés que vous allez pouvoir vérifier sur le tableau synthétique de la gestion d'une société traditionnelle, avec constitution d'un bilan, etc. Avec le portage entrepreneurial. Vous pouvez même cumuler, c'est-à-dire vous commencez votre activité en tant qu'auto-entrepreneur, vous arrivez au plafond quel qu'il soit il est proratisé, c'est la première année ou la deuxième année, voilà, c'est pas grave. Vous mettez en portage entrepreneurial pour terminer votre facturation en fin d'année. Parce que de toute façon, vous allez devoir faire des factures avec la TVA. Donc au niveau du portage entrepreneurial, vous faites la facture avec la TVA jusqu'à la fin de l'année. Et vous redémarrerez sur votre statut d'auto-entrepreneur en début d'année, parce que au niveau charge sociale, c'est plus intéressant. Mais au moins, vous n'êtes pas enquiquiné avec l'angoisse de dire je vais dépasser le plafond, comment je vais faire ? Il faut que je fasse appel à un avocat qui me constitue les statuts, que je trouve un comptable, et surtout, je perds l'avantage du peu de charge du statut d'auto-entrepreneur. Et en cumulant ces deux statuts, par exemple, vous pouvez défalquer vos frais. En tant qu'auto-entrepreneur, vous payez des charges sociales et des impôts sur vos frais. Bon, si vous n'avez pas beaucoup de frais, ok, mais on en a quand même. Même en tant que consultant indépendant, vous faites des indemnités kilométriques, vous vous déplacez en voiture. Vous pouvez défalquer vos indemnités kilométriques.
Vous allez manger à l'extérieur quand vous allez voir un client, vous avez une tenue vestimentaire par an. Tout ça, ça peut être déduit grâce au portage entrepreneurial. D'accord ? Donc, tout en ayant un statut d'auto-entrepreneur, vous pouvez défalquer vos frais avec le portage entrepreneurial. Donc, vous cumulez les avantages. C'est clair pour tout le monde ? OK ? Bien évidemment, vous n'avez aucun administratif à gérer. Rien. Pas besoin de comptabiliser la TVA ou quoi ou qu'est-ce. Vous vous occupez de rien. Votre temps, vous pouvez le consacrer à le monétiser. Chercher des clients, exécuter des missions. Point barre. Tout le reste, c'est la société qui s'en occupe. Et vous êtes tranquille, vous risquez pas de louper une déclaration ou quoi ou qu'est-ce. Tout est fait dans les règles. Et l'argent qui est versé sur votre compte, il est net de tout. Puisque, avec le bulletin de paie, vous avez le prélèvement à la source. Donc, vous savez que c'est, voilà, l'argent que vous avez sur votre compte personnel, ça vous appartient. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent de côté parce que l'année prochaine, on va vous réclamer soit les charges sociales quand vous êtes en SARL ou EIRL, soit l'impôt sur le revenu. Voilà. Là, c'est vraiment une tranquillité totale, une sérénité totale. Pas de chiffre d'affaires, pas de charge. Nul autre statut vous donnera cette sécurité de gestion. Parce que même avec l'auto-entrepreneur, vous devez quand même payer votre assurance responsabilité civile professionnelle. Vous êtes assujetti à la contribution foncière des entreprises, d'accord ? Aux frais bancaires. Tandis que là, pas de chiffre d'affaires, aucune charge. Vous êtes sous la RCP de la société de portage, donc vous n'avez pas besoin de vous enquiquiner à trouver une assurance, etc. Vous ne serez pas assujetti à la CFE, c'est la société de portage qui est assujettie à la CFE. Donc c'est vraiment la simplification. Vous avez un bulletin de paye, comme je vous l'ai indiqué. Pour la vie au quotidien, je peux vous assurer que ça simplifie quand même les choses, indépendamment de toutes les autres justificatifs de revenus des autres statuts. Pas besoin de compte bancaire professionnel. Pourquoi s'embêter ? Vous avez votre compte personnel, ça suffit. Ce qui est important, c'est que vous n'avez pas de limite de durée dans l'utilisation de ce statut, contrairement au portage salarial. Le portage salarial, vous ne pouvez pas travailler plus de 3 ans avec le même client. Ce sont les textes. D'accord ? Là, vous n'avez pas de limite, vous êtes indépendant, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez travailler à vie avec le même client, ça ne gêne absolument pas. Contrairement au statut de l'auto-entrepreneur, votre entreprise n'aura jamais de requalification par l'URSSAF de sa relation avec son consultant indépendant, alors que c'est le cas avec l'auto-entrepreneur. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec Uber et ses chauffeurs VTC qui avaient tous le statut de l'auto-entrepreneur. J'avais rencontré la direction de l'Uber à l'époque, en 2016. Je les avais avertis que ce statut n'était vraiment pas fait pour cette activité, qu'au moindre contrôle URSSAF, ils se feraient redresser. Ils avaient des cabinets d'avocats internationaux, donc ils m'ont un peu rionné. Premier contrôle URSSAF, il a été redressé. Et ça fait mal, je peux vous assurer. 3 ans de cotisation sociale, comme sur un bulletin de paye, sur l'ensemble du chiffre d'affaires de Uber, vous imaginez ce que ça a représenté. Là, votre entreprise, elle ne sera jamais contrôlée. Pourquoi ? Pourquoi l'URSSAF fait du redressement, à votre avis, quand elle contrôle les entreprises qui ont des relations avec des auto-entrepreneurs? Vous savez pourquoi ? Personne ne sait. Ben parce que le statut de l'auto-entrepreneur, c'est des charges sociales diminuées. Vous ne payez que 22% à peu près. Alors qu'avec un bulletin de paye, c'est beaucoup, beaucoup plus. D'accord ?
Donc elle a intérêt à requalifier la relation de l'auto-entrepreneur en relation salariée pour récupérer plus de cotisations sociales. Mais avec le portage entrepreneurial, elle s'en moque, elle les perçoit, ces cotisations, l'intégralité de ces cotisations avec le bulletin de paye. Donc pour vos clients, c'est beaucoup plus sécurisant d'avoir un intervenant extérieur qui est en portage entrepreneurial que lorsqu'il est en auto-entrepreneur. Vous voyez ? Vous avez également tout type de clientèle avec le portage entrepreneurial. Le portage salarial, c'est limité aux entreprises. Voilà. L'auto-entrepreneur, il faut qu'il jongle entre les entreprises et les particuliers. Les particuliers, ils ne veulent pas avoir de la TVA, hein, c'est compliqué pour eux. Vous bénéficiez du régime général de la sécurité sociale. Et c'est beaucoup plus intéressant au niveau des remboursements, beaucoup plus intéressant qu'avec le régime des indépendants. Pour cotiser, pour valider vos trimestres de retraite, vous avez besoin de beaucoup moins de chiffre d'affaires que lorsque vous êtes indépendant. À peu près la moitié. Vous validez un trimestre avec à peu près, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais... c'est de l'ordre de 7 000 € par an déclarés sur un bulletin de salaire. Voilà. De l'ordre, hein, je dirais que ça change un peu tous les ans en fonction des... Vous validez un trimestre, alors qu'en tant qu'indépendant... 7 000 € par an, je dis bien, on valide les 4 trimestres avec un bulletin de paye sur 7 000 et quelques euros. Or, bien sûr, brut, hein, je parle bien en brut, hein, avant tout, par rapport à tout ça. Et en auto-entrepreneur, c'est la situation de l'indépendant, donc c'est près du double. Près du double. C'est pas loin de 13 000 € pour arriver à valider les 4 trimestres. Et puis si vous êtes malade, parce que on a beau être entrepreneur indépendant, on est comme tout le monde. On peut à un moment donné avoir un problème, être malade. Et je vous assure que la différence est très importante quand vous êtes indépendant, que vous cotisez au régime indépendant ou si vous cotisez au régime général. Cotisez au régime général, vous êtes pris en charge comme un salarié, vous bénéficiez des indemnités journalières en fonction justement de vos 3 derniers bulletins de paye, d'accord ? Et c'est pas une indemnité forfaitaire qui est ridicule, comme pour les autres entrepreneurs. Voilà. Vous avez une mutuelle qui est beaucoup moins forte au niveau cotisation, puisque le remboursement de la sécurité sociale est plus important, donc vous payez moins de cotisations de mutuelle que quand vous êtes indépendant. OK ? Ce qui est important pour ceux qui font beaucoup de frais, c'est-à-dire pour ceux, par exemple, qui se déplacent, je sais pas, qui prennent l'avion, le train ou même la voiture, tous vos frais professionnels, y compris, par exemple, la pièce que vous utilisez chez vous pour travailler. À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'indépendants qui travaillent de chez eux. Eh bien, vous pouvez défalquer la partie que vous utilisez pour votre travail, en pourcentage des mètres carrés que vous utilisez. Donc, c'est important, ça peut être intéressant, plutôt que de payer des charges sociales et de l'impôt là-dessus, comme c'est le cas avec le statut de l'auto-entrepreneur. Et puis surtout, vous avez une tranquillité totale. Pas de formalisme pour créer votre société, pas d'obligation de faire une assemblée générale annuelle pour publier les comptes. Et là, du coup, vous payez à chaque fois, vous payez. Là, rien du tout, vous vous occupez de rien du tout. Vous voulez arrêter votre activité, vous l'arrêtez du jour au lendemain. Ça vous coûte 0 centime, alors que n'importe quel autre statut, c'est au minimum 1 500 € pour arrêter votre activité. Donc c'est vraiment le statut qui a permis de gommer l'essentiel des inconvénients des autres statuts. La seule chose, parce que comme toute médaille a un revers, vous n'avez pas le chômage, parce que vous êtes indépendant. Le commerçant, l'industriel, le chef d'entreprise, il est indépendant, il n'a pas le droit au chômage. OK ?
C'est pour ça que dans la liste des questions que je vous ai listées en début de conférence, c'est important de vous poser la question, est-ce que j'ai besoin du chômage? Parce que là, si vous avez besoin du chômage, le seul statut, c'est le portage salarial. Avec le revers de médaille que je vous ai indiqué. Il faut que j'accélère. On arrive à la fin. Donc, il y a des nouveautés au niveau du portage entrepreneurial. Donc, moi, je suis présidente de l'UNES, mais je suis également présidente d'une société qui s'appelle... Je vous le donne en mille. Ouf. Ouf. Enfin, tout est simple, tout est sécurisé. Ouf, l'entrepreneuriat simplifié et sécurisé. Donc la nouveauté, c'est que, bon, ma spécialité, vous l'avez compris, c'est quand même l'ingénierie juridique. Donc j'ai voulu, je dirais, permettre aux indépendants de gagner plus sans travailler plus. Alors, c'est un montage juridique qui est un peu compliqué pour les néophytes. Je vous laisse le regarder, mais je vais vous expliquer succinctement, mais je pense que vous avez compris. Donc, l'indépendant porté, comme dans le portage entrepreneurial, signe un contrat de mission avec son client, signe un contrat de mandat avec la société de portage. Quand il a une facturation à faire, la société de portage facture le client règle la société de portage, et là vient s'appliquer le produit d'exonération de charges sociales JL+. C'est-à-dire qu'en même temps que vous signez un contrat de mandat avec la société de portage, cette société de portage va vous créer une SEP. La SEP, c'est une société de personnes, société en participation, dont vous allez être l'associé majoritaire à 99%. Mais vous ne travaillez pas au sein de cette société. C'est la société OUF, la société de portage, qui va s'occuper de la gestion de cette société. Or, il y a un article du Code civil, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un montage juridique. Il y a un article du Code civil qui détermine que l'associé majoritaire au sein d'une SEP qui n'a aucune activité professionnelle au sein de cette SEP, qui est juste apporteur de capitaux, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires, eh bien, est exonéré de charges sociales. Et ce montage juridique a été validé par la procédure de rescrit de l'URSSAF en 2017. Alors pour ceux qui n'ont pas une formation juridique, la procédure de rescrit, c'est une procédure qu'a souhaité le législateur pour sécuriser les pratiques d'un contribuable par rapport à une administration. Donc on interroge l'administration dans une forme juridique bien particulière. L'administration est tenue de répondre de façon tout à fait circonstanciée, avec des articles de loi, des arrêts de jurisprudence, etc., pour répondre à la sollicitation du contribuable. Elle est tenue d'y répondre. Et quand elle répond, ça fait force de loi. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas revenir dessus. Donc j'ai soumis à l'URSSAF, au niveau national, mon montage juridique. Et j'ai dit, voilà, est-ce que vous me confirmez que l'associé qui n'est qu'apporteur de capitaux au sein de sa propre SEP, est-ce que ces capitaux sont exonérés de charges sociales? Bon, je peux vous dire qu'ils n'ont pas trop aimé quand même, hein, que je leur pose cette question. Ils ont mis 6 mois à me répondre. Ils m'en ont mis 3 pages. Ils sont remontés jusqu'aux arrêts de cour de cassation de 1960 pour finalement, effectivement, confirmer que l'associé qui amène que du capital au sein d'une SEP est exonéré des charges sociales. Ce qui permet donc à l'indépendant, avec ce système de portage entrepreneurial GL+, non seulement il n'a plus aucun administratif, non seulement il a une tranquillité parce qu'il ne sera jamais contrôlé ni fiscalement ni par l'URSSAF parce qu'il n'a pas de cabis, et en plus, il récupère
84% de son chiffre d'affaires en rémunération nette avant impôt. C'est le statut qui lui permet de gagner au maximum. À chiffre d'affaires égal, il n'y a aucun autre statut qui vous apportera cette rémunération nette avant impôt. Ça s'appelle le portage entrepreneurial, JL+. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur le site internet jlportage.com. Et ensuite, pour terminer, ça vient de sortir, hein, on lance cette application depuis le mois de septembre, c'est l'application Ouf, où là, vous n'êtes même pas dépendant d'une société de portage, vous créez votre compte sur l'application web, comme n'importe quelle création de compte sur n'importe quelle application, et vous êtes complètement libre de la gestion de votre activité. Vous avez une facture à faire, vous allez sur la page application et vous rentrez les coordonnées du client, le montant, l'application fait la facture, l'envoie au client, le client paye sur l'application et vous reverse, vous entrez bien sûr vos frais aussi, et l'application vous reverse sur votre compte personnel votre chiffre d'affaires déduit de tout. J'ai oublié de vous préciser pour le portage entrepreneurial JL+, pour que ça soit intéressant pour vous, il faut que vous fassiez au minimum 20 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Parce qu'il y a un minimum de frais fixes de gestion qui sont normalement amortis par les économies de charges sociales. Donc si vous êtes en dessous de 20 000 euros de chiffre d'affaires annuel, il vaut mieux prendre l'application et pas le GL Portage GL+. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo. C'est ouf, non? Bien, j'espère que j'ai été claire dans mon discours, dans ma présentation. Et bien maintenant, je vous écoute. Vous avez certainement des questions, ou alors j'ai été vraiment exhaustive, mais j'en doute. 5 minutes. Le micro. 5 minutes. Bonjour, c'est très simple. Pour ces services-là, comment sont calculés? Quels sont les frais de gestion? Alors, au niveau de l'application, c'est 89 € d'abonnement mensuel, point barre. Et pour le portage entrepreneurial traditionnel, normalement, ça dépend des sociétés de portage, mais c'est entre 10 et 15%, suivant les sociétés de portage. Pour JL+, on vous reverse 84% de votre chiffre d'affaires, donc vous faites le calcul. Avec 16%, vous récupérez 84% de votre chiffre d'affaires en rémunération nette avant impôt. C'est la meilleure rémunération par rapport à un portage entrepreneurial classique. D'autres questions? Oui, merci déjà pour toutes les informations. En tant qu'indépendante dans le conseil et dans le coaching collectif, oui. Ça va fonctionner? Ah, bien sûr. OK. Et aussi, si mon client est à l'étranger? Ça pose aucun problème. Aucun problème. D'accord. OK. Je suis résidente française, mais bon, voilà, oui, nous avons déporté dont les clients. Par exemple. Oui, non, nous on envoie des factures aux États-Unis. Hein. D'accord. Oui. D'accord. Ok. Merci. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a un vrai marché pour des sociétés étrangères
Parce qu'avec le portage entrepreneurial, elles n'ont plus besoin de créer une filiale en France. Oui. Voilà. Oui. Donc ça, il y a un marché à exploiter à ce niveau-là. Bonjour, j'ai une question par rapport au chômage. Oui. Quand on est actuellement au chômage, donc on est Oui. indemnisé, Mhm. il vaut mieux du coup attendre, parce que vous disiez qu'on n'avait pas droit au chômage, c'est sur la cotisation future. ou Alors, c'est vous sur, avez bien sûr vos que je droits, vous les perçois. avez acquis, Oui, ils sont acquis. Donc Oui. vous pouvez continuer à percevoir vos droits antérieurs acquis et D'accord. être en portage entrepreneurial. d'accord. Simplement, sur Je ne votre cotise prestation de portage entrepreneurial, vous ne pouvez pas acquérir de nouveaux droits. Voilà, puisque vous ne cotisez pas. Ok, très bien, merci. Oui, bonjour. Quand on est auto-entrepreneur, est-ce qu'on peut passer un contrat de gestion d'une société de portage entrepreneurial? Absolument, et c'est ce qui est intéressant avec l'application. Vous êtes auto-entrepreneur, vous créez votre compte avec l'application, vous n'avez plus tous les inconvénients du statut de l'auto-entrepreneur avec le double plafond. Lorsque vous arrivez, vous allez vérifier avec votre livre de recettes, si vous faites un livre de recettes, que vous allez atteindre le plafond. Après, vous facturez avec l'application. Et vous conservez votre statut de l'auto-entrepreneur. Contrairement à ce qu'on vous dit à l'heure actuelle, où quand vous atteignez le plafond, il faut passer en EIRL. Ce qui est une aberration. Vous allez avoir des frais fixes pour rien. Et vous perdez les avantages du statut de l'auto-entrepreneur. Le micro. Donc on a un porté qui gère les deux statuts. Il gère son auto-entrepreneur, par exemple, quand il s'adresse à des particuliers pour avec l'exonération de TVA. Et il gère avec tout ce qui est intervention société avec l'auto-entrepreneur. Le portage entrepreneurial, pardon. Donc l'avantage, c'est qu'il gère déjà l'atteinte de son plafond sur le côté auto-entrepreneur, mais en même temps, par rapport aux sociétés, il gère complètement sa gestion de TVA de l'autre côté. Donc il gère les deux statuts dans son quotidien. Donc c'est un avantage parce que du coup, son plafond TVA, on va dire, il est réservé aux actions auprès des particuliers. OK ? Donc après, c'est une gymnastique. Hein. La personne, après, elle gère les deux. Mais en tout cas, ça répond vraiment à la grosse problématique. Et surtout quand on démarre son activité en cours d'année avec l'auto-entrepreneur. Il ne faut pas oublier qu'il est proratisé, votre plafond. Donc, il y a vraiment une limite à votre réussite. C'est aberrant. Là, vous couplez avec l'application, vous cumulez tous les avantages. Bonjour. Bonjour. Sauf erreur, si j'ai bien compris, il y a une distinction entre le portage entrepreneurial classique avec donc bulletin paye et, comme vous avez dit, totalement net, y compris le prélèvement à la source, et le système JL+, où là, il n'y a pas le prélèvement à la source. Là, c'est pour les gros poissons. Là. Il n'a pas l'habitude. Non, je n'ai pas l'habitude. Quelqu'un qui veut un bulletin de paye, qui veut quand même obtenir un bulletin de paye, on a des portés qui veulent un bulletin de paye avec leur minimum pour leur cotisation et qui après profitent de JL+. Donc là, c'est quand vraiment ils ont un gros chiffre d'affaires et ils veulent et le salaire et payer les charges du salaire pour avoir donc au minimum, pour valider 4 trimestres, par exemple. 4 trimestres, et en même temps, vu qu'ils ont de gros honoraires, ils utilisent après le reste, par ils JL+. basculent en JL+, Donc nous en aussi, exonération. de notre côté, on sait faire la manœuvre pour l'accompagner. On fait du sur-mesure. Exactement, c'est ça. Hein. On est vraiment sur du sur-mesure par rapport à tout ça. Merci. Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai une question, si on a plusieurs activités avec le portage entrepreneurial, ça marche? Ça pose aucun problème. Quelle que soit l'origine du chiffre d'affaires, on traite le chiffre d'affaires, que ce soit avec les entreprises, parce que, je sais pas, vous êtes conseiller, et puis après, vous faites de la formation pour des particuliers, ou alors vous aimez bien le jardinage, vous intervenez vers Qu'importe l'origine du chiffre d'affaires, on le traite. C'est toujours du service. Hein. N'oubliez jamais qu'on parle de service. Pas de négoce. On ne peut pas avoir de négoce dans le portage entrepreneurial. Oui. Là, je regrette, il va falloir qu'on se quitte. E26, si vous voulez, voilà. Merci pour votre écoute.